Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la loi de Newton et des bilans énergétiques. Il s'agit de la capsule B réchauffement. On est parti, on note tout parfaitement avec des codes couleurs comme je les utilise et les schémas un tiers de page. On est parti. Donc on va étudier ensemble déjà on va faire la méthode de résolution obligatoire à connaître. Toujours définir le système et le thermostat. Ensuite vous ferez la schématisation de la situation physique. Vous identifierez les échanges thermiques mis en jeu et les hypothèses de travail. Vous appliquerez le premier principe de la thermodynamique et on utilisera la loi de Newton afin d'établir l'équation différentielle. Donc on verra ça tout de suite. 6. Nous trouverons la solution de l'équation différentielle, nous en profiterons pour faire un point méthodologique. Et enfin, nous tracerons l'évolution de la température en fonction du temps. Je vous propose de commencer donc l'étude qui va nous intéresser dans cette capsule. On s'intéresse à de l'eau contenue dans une casserole très fine, vous rajouterez le E ici, et la plaque chauffante, évidemment, permettra de chauffer l'eau contenue dans la casserole. Donc, une petite chose, on va choisir ici le système eau plus casserole très fine. Donc on écrit, donc on s'intéresse au réchauffement de l'eau contenue dans une casserole, définissons le système, l'eau plus la casserole très fine, ce sera notre système, et on suppose que si on a mis de l'eau depuis un certain temps dans l'air, ça atteint une température initiale TR qui est importante parce que ça permet de simplifier la solution de l'équation différentielle à la fin. Donc on prendra toujours dans ce genre d'exercice température de l'air, la même que la température du thermostat. En effet, il faut définir le thermostat, donc le système très grand dont la température ne change pas, évidemment, c'est l'air qui se trouve dans cette pièce. Et donc, on peut maintenant définir un petit peu les transferts thermiques qui vont y avoir lieu. Donc on rappelle ici que vous allez avoir évidemment la table sur laquelle est posée la plaque chauffante. On choisit que c'est une table en bois par exemple, isolant thermique. Il faut que évidemment il n'y ait pas de transfert thermique par conduction entre la plaque et bien entendu la table. Et on doit ensuite s'intéresser évidemment au transfert thermique par convection. En effet, forcément la plaque, elle va donner de l'énergie à l'eau pour la chauffer, mais entre-temps, évidemment, l'eau va céder de l'énergie, donc l'eau plus casserole va céder de l'énergie par transfert, évidemment thermique par convection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air ici vient effleurer les parties évidemment qui contiennent le système, donc ici casserole plus eau, on voit bien qu'il y a un phénomène de convection ici, l'air vient effleurer la surface qui tend à refroidir évidemment le système. Et ici de la même manière. Donc les parois latérales vont être ici tout simplement soumis au transfert thermique et la partie supérieure aussi. On peut donc résumer que le système reçoit de l'énergie de la plaque et cède de l'énergie thermique par des transferts thermiques par convection. Ensuite, je vous propose d'étudier les hypothèses de travail. Donc les hypothèses de travail, il y en a plusieurs, vous pourrez mettre un S pour hypothèse. Le système est incompressible. On néglige les transferts thermiques par rayonnement. En effet, on ne mettra pas notre casserole d'eau en plein soleil, sinon évidemment elle recevrait une énergie thermique, par rayonnement. Ensuite, on suppose la casserole très fine pour négliger en effet sa capacité thermique massique, ou de capacité thermique, ça revient à la même chose. On suppose que la table est un bon isolant thermique, donc de préférence en bois. On limite les transferts thermiques par conduction. On suppose aussi que toute l'énergie apportée par la plaque chauffante va à la casserole, et il n'y a donc pas de perte. On va donc supposer qu'il n'y a pas de changement d'état. Et oui, en effet, nous sommes obligés de supposer qu'il n'y a pas de changement d'état, puisque un système incompressible, ça veut dire que c'est un système dont le volume ne change pas. Si on se met dans le cadre d'un changement d'état, forcément, le passage de l'eau liquide à l'eau vapeur, force gazeux, va entraîner donc sous cet effet de vaporisation un changement de volume, et donc nous devons nous placer hors de l'ébullition. On arrive à 100 degrés, pourquoi pas, mais par contre, on arrête immédiatement cette chauffe, puisque sinon on va vaporiser. Donc c'est un peu théorique comme modèle, mais ça peut tout à fait être cohérent. On suppose que la température de l'eau est donc homogène, attention, on suppose donc qu'à l'intérieur de l'eau, il n'y a pas des phénomènes de convection, que quel que soit le niveau où vous mettez tout simplement le thermomètre, la température est la même en tout point. Et donc,
on peut maintenant, une fois qu'on a défini les hypothèses de travail, on va pouvoir appliquer notre premier principe de la thermodynamique. Donc là, on va plus vite puisqu'on a déjà vu ça. On a déjà décrit que le premier principe de la thermodynamique, c'était la petite variation de l'énergie interne est égale au travail élémentaire des forces de pression plus l'énergie thermique élémentaire. Une petite chose ici, on sait que le travail élémentaire des forces de pression à pression constante, c'est delta W égale moins PdV. On sait aussi que, bien entendu, comme le système est incompressible, ceci sera égal à 0. Je reprends quand même que l'énergie thermique élémentaire est définie telle que donc l'énergie thermique élémentaire c'est égal à une énergie reçue plus une énergie cédée, et l'énergie cédée c'est négatif, donc on voit bien le signe moins apparaître. On voit bien aussi que pour un système incompressible, ici le volume d'eau ne va pas changer et ne doit pas changer puisque c'est notre hypothèse de travail. Donc on est dans le cadre d'un premier principe de la thermodynamique qui pourrait se réécrire tout simplement d de u égale delta q. Donc, et c'est ce qu'on va faire. Donc on sait que le premier principe de la thermodynamique pour un système incompressible c'est d de u égale delta q. On voit bien qu'on peut donc écrire que la petite variation d'énergie interne est égale à la masse fois la capacité thermique de l'eau fois la petite variation de température, et c'est égal donc à ce qu'on a vu précédemment. Alors pour la puissance reçue, pas de souci, on sait que ça va être la puissance tout simplement de la plaque chauffante, et la puissance cédée, ça va être lié à la loi de Newton qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est-à-dire les transferts thermiques cédés par convection, donc par le système, elle cède de l'énergie par transfert thermique, par convection. Donc on va céder de la loi de Newton, donc la loi de Newton elle nous dit que donc elle est liée à la convection, et nous pouvons donc écrire que le flux thermique, on a déjà vu, c'est une puissance, ça s'exprime en watts. Donc le flux thermique cédé par convection, c'est égal au coefficient de convection thermique qui s'exprime en watts par mètre carré par Kelvin. Et bien entendu, la surface, ça s'exprime en mètre carré. La température ici s'exprime en Kelvin, si évidemment on a exprimé ça en watts par mètre carré par Kelvin. Donc tout va bien. Donc c'est la température évidemment à un instant t moins la température du thermostat. Donc si on reprend notre exercice dans le cadre que celui qu'on est en train d'étudier, on voit bien que la petite variation d'énergie interne est égale à la puissance fois une petite variation de temps moins le flux thermique fois une petite variation de temps. Donc on reprend évidemment toutes les expressions qu'on vient d'écrire grâce à la loi de Newton ici, et on voit donc que on atteint une expression un petit peu lourde, mais qui quand même ressemble déjà un petit peu à une équation différentielle si on divise ici par dt. Donc on va diviser à droite tout par dt pour qu'on ait dt, donc la dérivée de la température par rapport au temps. Et on s'aperçoit que quand on est sur une équation différentielle de cette forme, il faut un petit peu l'alléger, c'est-à-dire le premier ordre ici, d grand T sur d petit t, on va essayer de le rendre, donc le premier ordre, on appelle ça, doit être libre de termes qui se trouvent juste devant. Donc on va pouvoir écrire cette équation différentielle sous cette forme. Une fois qu'on a écrit cette équation différentielle sous cette forme, le mieux encore, c'est d'arriver à une équation différentielle de la forme dt sur dt. Donc la dérivée de la température par rapport au temps est égale à, évidemment, plus 1 sur taux fois la température. Donc quand vous arrivez à cette expression, ça c'est très important de savoir la retrouver. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet de pouvoir directement trouver la constante B. Si vous arrivez à cette expression, le physicien adore mettre cette solution sous cette forme. Donc, pardon, pas cette solution, cette équation différentielle sous cette forme. Donc avec taux, c'est la durée caractéristique et ça s'exprime en secondes. C'est très important du coup de savoir réécrire la durée caractéristique ici. On peut l'écrire par identification, c'est MOCO sur HS. Donc la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau divisé par le coefficient de convection thermique fois la surface, évidemment. Et on peut donc maintenant écrire, trouver la solution de l'équation différentielle en utilisant, donc en physique, on résout l'équation différentielle, je vous l'avais dit, si on est un tout petit peu conscient de la forme de l'équation différentielle ici du premier ordre avec second membre, si on arrive à mettre 1 sur taux ici et 1 sur taux ici, ça nous permet alors de pouvoir écrire que la solution est de la forme, du coup, directement t égale a exponentielle moins t sur taux, plus le terme que nous avions ici à droite, pouvoir le réécrire, ça nous fait gagner un temps fou pour retrouver finalement le B. En revanche, le A se déterminera toujours de la manière suivante, grâce aux conditions initiales. Donc ici on reprend, la température est donc égale à A exponentielle de moins T sur taux, plus P0
sur HS plus TR. Donc la température, en utilisant la condition initiale, on va se mettre à T égale à 0. Donc ça nous permet d'avoir T à T égale à 0, exponentielle de moins 0, ça fait 1. Et on retrouve du coup la solution physique à T égale à 0. On avait bien dit que c'était la température de l'air, donc jusque-là ça va. On retrouve A sous la forme. Alors si on a pris la température initiale par l'air, regardez pourquoi. Parce que TR et TR se simplifient, et ça simplifie énormément la solution de l'équation différentielle, donc ça c'est très important. On va maintenant pouvoir écrire que la solution de l'équation différentielle s'exprimera sous cette forme. On peut donc à savoir retrouver. Nous savons donc représenter l'évolution de la température en fonction du temps. Pour cela, le mieux, c'est d'utiliser les limites. À t égale à 0, eh bien, on va remplacer ici t par 0 et on nous retrouvera du coup exponentielle de 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, donc on trouvera tr. Quand t tend vers l'infini, on atteint donc l'asymptote. Ici, l'exponentielle de moins l'infini, ça fait 0 et on retrouve du coup P0 sur HS plus tr. Quand on trace cette évolution, évidemment, l'asymptote, c'est un point un peu théorique en réalité. Pourquoi? Parce que au moment où la température de l'eau va s'élever, à un moment donné, quand on atteindra la température de 100 degrés Celsius, on sait qu'on va atteindre quelque chose que l'on ne veut pas observer ici, c'est justement ce changement d'état. Et donc, nous devons stopper immédiatement la chauffe lorsqu'on atteint la température de 100 degrés et on atteint du coup la température pour 100 degrés au temps T100 que j'ai noté T100. Donc une petite chose ici, en réalité le modèle exponentiel va s'arrêter dès qu'on arrivera à T égale 100 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'état et ce changement d'état se fait à température constante et nous ne devons pas nous retrouver dans ce modèle là puisque la pression ici, puisque le volume ne doit pas changer.